Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue. On est ravis de vous accueillir parce qu'on vous a préparé un petit débat bien animé. Alors, on a souvent tendance à opposer littérature et télé. Arrête de regarder la télé, il faut lire. Et en fait, c'est un peu une erreur parce que c'est un couple qui fonctionne plutôt bien. Parle. Oh. Et quand... Merde, j'ai l'impression que je hurle. Vous m'entendez? Non. Et alors que quand le livre est un polar, alors là, c'est carrément une folle histoire d'amour. Alors si je vous dis Alex Hugo, Capitaine Marlowe, vous allez tout de suite penser aux excellentes séries diffusées sur le service public qui réunissent, alors on vous donnera les chiffres exacts, mais entre 5 et 7 millions de fidèles, quoi. C'est énorme. Mais est-ce que vous savez que derrière ces héros télévisuels, il y a des hommes, en l'occurrence, et des femmes, qui sont des écrivains, des écrivains de polar, qui ont donc une double casquette, puisqu'ils écrivent aussi bien des romans que des scénarios, et des scénarios qui cartonnent. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc, avec Anne Holmes, qui est la directrice générale des programmes et de la fiction de France Télé, donc France 2, France 3, donc l'heureuse diffuseuse de notamment Alex Hugo et Capitaine Marlowe dont on a parlé. Aux côtés d'Anne, il y a Franck Tillier, qui est... on a la crème du polar, on a les plus gros vendeurs. Donc Franck Tillier, c'est Charcot, c'est Syndrome E, c'est l'excellent Labyrinthe, son dernier. Et c'est aussi le papa d'Alex Hugo. Et à côté d'Anne, de l'autre côté, Bernard Minier, autre crème du polar. Le dernier, Lucia, nous a emmenés à Salamanque, et dont un livre que vous connaissez tous qui s'appelle Glacé, qui a connu aussi une très très belle vie sur le petit écran. Alors, on va d'abord lancer des petites BO pour que vous voyez bien ce que c'est polar à la télé, et après on leur donnera la parole pour qu'ils nous expliquent effectivement comment ils travaillent, comment ça se passe. Inédit sur M6. Capitaine Servaz? Ouais. Je suis le capitaine Ziegler, je commande la brigade de recherche de Saint-Martin. On m'a fait clairement comprendre qu'on voulait sur l'enquête. Pour un cheval. Non, à cause du propriétaire. C'est un des plus gros industriels de la région. S'il te plaît, Cathy, je veux pas traîner par ici. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. On a trouvé ça dans la flaque de sang. Un cheveu? Peut-être. Mais c'est énorme, ça. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont fermé. Grâce à toi. Il a fallu qu'il en tue 6 avant que je comprenne. Hirtman a trompé tout le monde, hein, pas seulement toi. Le cheveu qu'on a retrouvé près de la tête du cheval, il appartient à Hirtman. Cette nuit, dans un rayon de 10 km, un coupable va être puni. Tu vas pas me dire qui? Ah bah non, c'est toi l'enquêteur. Glacé, la série événement ce soir à 21h sur M6. Ce programme sera disponible en audio-description. Il y en a deux autres, hein, vous inquiétez pas. Lucie, c'est Mathias. Je sais que tu voulais plus que je t'appelle, mais faut qu'on se voit là. Mathias? C'est Lucie? Lucie. Hey. J'ai un homicide. La flic qui a tiré, elle pleurait des larmes de sang. Exactement le genre de truc que tu aimes. On dit que le corps d'un enfant a été retrouvé près du Vieux-Port. Ceux qui l'ont tué lui ont volé son cerveau. 18 fois la même image de corps mutilé dans 3 minutes de film. Dans quoi t'es encore allé te fourrer, Charcot? Notre chef de groupe, ça arrange pas. Il faut de la rigueur pour diriger une affaire comme ça. Je t'avais demandé de rester dans la voiture. C'est pas un endroit pour une jeune fille de 15 ans. Sauf que je suis pas exactement comme les autres filles de 15 ans. Il est un peu bizarre, non? Il est comme ça depuis l'attentat de Nice. Ta fille était sur la route du camion. Tu veux pas rester seule avec une gamine qui n'existe pas, Charcot? C'est grâce à elle si je me lève le matin. J'ai des visions depuis 2 jours. Ce film a déclenché quelque chose chez vous, mais je sais pas encore quoi.
J'ai eu un accident à 17 ans. On a dû m'opérer du cerveau dans une clinique. Eh ben, on va regarder de plus près ce qui s'est passé dans cette clinique. Le cerveau humain est une boîte noire que l'on commence à peine à décoder. Cette histoire va du Canada, maintenant jusqu'au Maroc. Votre venue à Casablanca est inutile. Je suis juste là pour voir si vos meurtres d'adolescents sont liés à mon affaire, c'est tout. C'est le 3e gamin de mon secteur qui disparaît. Il se passe quelque chose à Tef. 3 continues sur 60 ans. Qu'est-ce qu'ils font, ces gosses? On a voulu créer un syndrome E. C'est quoi cette connerie de syndrome E? Ils voulaient créer des machines à tuer. Cette enquête de police fait craindre notre investissement dans votre projet. La situation est parfaitement sous contrôle. J'aimerais que vous me disiez pourquoi vous vous accrochez à cette affaire. Il y a autre chose, depuis le début. Et le dernier, ça va être Alex Hugo. Quel suspense. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alex Hugo, je suis de la police rurale. C'est vous qui avez appelé? Ouais, c'est moi, c'est pour Jeanne dans le camion derrière. C'est un copain à vous, il s'est blessé? Non, on l'a trouvé tout seul dans le camion. Il bougeait pas, il a pas l'air bien. Pour ça, on vous a appelé. Hein. Vous pouvez me noter vos noms et téléphones sur un morceau de papier? Attendez, mais nous on n'a rien fait, on n'y est pour rien. Bah justement, faut risquer rien. Ok. Bonjour. Je m'appelle Alex, je suis de la police. Je suis ici pour t'aider. Tu peux pas rester ici. On va s'occuper de toi, tu veux bien? Rebonjour. Bon, alors on va commencer par... on va y aller. Et je vais m'adresser à Anne Holmes. Est-ce qu'il y a... c'est quoi les recettes d'un bon polar et pourquoi on arrive à des... Qu'est-ce qui explique des audiences complètement folles, hein, puisque des 5 millions, des 7 millions, ça fait rêver. Et après, j'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous travaillez. Est-ce que c'est vous qui faites appel à des écrivains? Est-ce que c'est eux qui vous proposent des scénarios? Voilà. Et je voudrais aussi dire qu'on gardera, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin à poser à nos invités. Je suis sûre qu'elles seront très bien. Alors, Anne, à vous. Bonjour. Un bon polar, pour nous, en fait, c'est une belle histoire sous-tendue par une enquête. Un polar n'est jamais un polar. Enfin, pour nous, c'est jamais le but, c'est jamais qui a tué ou qui a fait. Évidemment qu'il faut le faire, mais c'est de traiter de sujets à travers le polar. Il y a plein de sujets qu'on ne peut pas traiter comme ça parce que c'est rédhibitoire, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas par quelle porte ouvrir un sujet particulier, un sujet de société, un sujet dans l'air du temps, etc. Et que nous, on l'ouvre, on voyait Alex Hugo, et c'est pas mon compagnon qui va me dire, on traite à chaque fois d'une thématique, et effectivement, cette thématique est sous-tendue par une enquête, par un polar, et par un héros qui est, somme toute, à la recherche de la vérité. Il n'y a pas qu'un crime, il y a quelque chose... Il n'y a pas qu'un crime, il y a des personnages, et ça, c'est nos auteurs qui les construisent. Il y a des personnages qui mènent ces enquêtes. Ces personnages, on peut être complètement identifié à ce personnage en disant c'est formidable, il le fait bien, il fait bien son travail, comme les profs font bien leur travail, comme voilà, c'est un flic qui fait bien son travail. C'est des personnages que les auteurs construisent souvent avec des failles, avec des fragilités. Voilà, ils ont chacun une manière très propre à eux d'enquêter. Et il y en a qui sont plus attentifs à l'humain, d'autres qui sont plus attentifs aux preuves, à l'ADN, d'autres qui choisissent de le faire avec humour, d'autres qui choisissent de le faire un peu beaucoup moins solaire. Donc c'est des personnages qui véhiculent, et très souvent dans les polars de France Télévisions,
c'est plus les personnages qui sont... Enfin, c'est l'enquête qui est au service des personnages et pas les personnages qui sont au service de l'enquête. Il y a des polars chez nous, enfin, il y a beaucoup de polars, tout le monde le dit, mais il y a des polars qui sont beaucoup plus thrillers, il y a des polars qui sont beaucoup plus polars noirs, il y a des polars qui sont des comédies policières. Enfin, on met tout sous la bannière polar. Or, c'est pas la même chose. Ils sont d'accord avec vous. Hein. Alors, oui, Franck, peut-être. Oui. Il hoche la tête. Oui. Alex Hugo, c'est vrai que je peux en parler puisque je connais bien la série. Oui, c'est vrai que ça permet vraiment de traiter de sujets de société. Les spectateurs sont très sensibles à ça. Et après, pour moi, il y a deux éléments qui font le vrai succès de Alex Hugo. C'est la montagne et les personnages. La montagne, parce qu'en fait, la montagne, dans Alex Hugo, elle n'est pas juste un décor. Et là, ça rejoint les thèmes de société, c'est-à-dire que la montagne, on la traite comme un vrai personnage qui va raconter quelque chose, qui va raconter la vie des gens qui l'habitent et qui va permettre de traiter justement de ces sujets comme les migrants, les trafics qui peuvent passer par les montagnes, le réchauffement climatique, la nature. Et en ce moment, on est très sensible à ça. Donc, il y a aussi une corrélation avec le monde dans lequel on vit. Alex Hugo, c'est beaucoup de lumière, de luminosité, de belles montagnes. On le voit dans la bande-annonce. Quand on regarde la bande-annonce du Syndrome E et la bande-annonce d'Alex Hugo, volontairement, Syndrome E, qui est l'adaptation d'un livre. Oui, on distingue les deux univers, c'est-à-dire il y en a un qui est très sombre et il y en a un qui est très lumineux. Ça c'est intéressant, il faudrait y revenir. Effectivement, il y a une grosse différence entre les deux. Glacé aussi, c'est pareil. C'est pas par hasard. Nous raconter. Oui, parce qu'en plus, soit à la montagne est très noir, donc il y a un peu dans le entre Alex Hugo et Syndrome E, c'est-à-dire il y a ça. Et puis pour finir, c'est aussi ce qui fait le succès, je trouve, des séries, c'est les personnages. C'est des personnages qu'on a envie de retrouver. Et Alex Hugo, il est très on vit avec lui, il est très empathique. Vous nous racontez son histoire, comment il est arrivé au petit écran? Ah oui, je peux raconter ça. En fait, à la base, Alex Hugo est apparu en 2013, je crois. Hein. À la base, c'est l'adaptation d'un petit roman américain qui s'appelait La mort et la belle vie, qui était un roman écrit par un auteur qui s'appelle Richard Hugo, qui est décédé. Je crois que ça a été son seul livre. Et donc, le premier Alex Hugo, c'est l'adaptation d'une enquête policière très légère, volontairement, dans le livre, qui se passe dans le Montana, dans les années 70-80. Donc quelque chose de très décalé, avec un personnage principal qui est un poète, c'est-à-dire il n'est pas du tout enquêteur, mais il arrive quand même à résoudre des affaires, il est poète à ses heures perdues. Et donc, alors je dis nous, parce qu'il y a Nico Takian, qui est co-auteur et co-créateur de la série, hein, on travaille toujours à deux, et on a adapté ce livre, c'est-à-dire et là c'est une vraie adaptation, c'est-à-dire de prendre un roman américain dans le passé, avec des flics bien de là-bas, et de le transposer en France, c'est-dire de faire quelque chose qui est très français, avec la montagne française, avec des personnages français, avec la police rurale. Voilà, c'est une police qui existe. Et voilà, donc le premier était une adaptation, et après, hein, il y a quand même 3 épisodes par an aujourd'hui, voire parfois 4. Après, ce ne sont que des créations. Le succès était immédiat, ça. Oui, oui. Du coup, vous proposez, ça marche, et France Télé vous demande de poursuivre, le public s'attache au personnage et il faut. Oui, Anne pourrait répondre là-dessus. Il y a des succès qui sont des succès très importants. Et effectivement, celui-là, alors pour prendre le cas d'Alex Hugo, ça marchait. On nous aurait dit on en fait 6 par an, on l'aurait fait. Il se trouve que on a des auteurs qui débitent pas de la copie et qui ont besoin justement de réfléchir à des sujets, etc. Des fois des comédiens aussi qui disent moi 6 par an c'est trop. Mais le succès d'Alex Hugo était que moi j'en aurais bien fait plus, mais évidemment je pouvais pas parce que Alex Hugo c'est un cas vraiment différent, parce que je pense qu'à chaque fois que tu as fait un Alex Hugo, on le traite comme un unitaire. On ne traite pas comme une série, on traite comme un unitaire, on va traiter de ça, et c'est Samuel Le Bihan qui va incarner cette cause des survivalistes, comme tu disais, etc. Mais je pense que le succès, et d'ailleurs là on parle beaucoup d'Alex Hugo, mais c'est parce qu'il ne faut pas mélanger 2 choses. Syndrome E et Glacé qui sont des séries policières, et Alex Hugo qui est un héros récurrent qui revient. Tout à fait. Ce qui est plus facile pour nous d'avoir un héros récurrent qui revient. D'abord parce que Alex Hugo marche aussi très très bien en rediff, donc ça faut le dire. C'est important pour une économie de chaîne de pouvoir rediffuser nos fictions, ce qui n'est pas le cas si j'avais fait Syndrome E ou Glacé, puisque les fictions, les séries feuilletonnantes se rediffusent beaucoup moins bien. Donc pour nous, c'est aussi
ça fait des grilles d'été, on est content de revoir Alex Hugo. Alex Hugo, il y a 10 ans, il était comme ça, aujourd'hui, il est comme ça. Voilà, c'est quand même... pour une chaîne, c'est important d'avoir de l'unitaire de 90 et surtout d'avoir un traitement d'unitaire de 90 fait par des auteurs qui, à chaque fois, qui s'y mettent... Donc, d'où le problème de ne pas en avoir 6, c'est à chaque fois qu'ils travaillent, ils travaillent vraiment comme si c'était... comme s'ils remettaient la série en danger à chaque fois. Et c'est le succès, en fait, je pense. C'est le travail, en fait, le succès, souvent. Alors, comment vous travaillez? Comment vous arrivez à écrire tous les deux, Bernard, des livres, des pavés qui nous empêchent de dormir, qui sont des succès dingues? Parce que je pense qu'écrire un polar, c'est quand même un énorme boulot, je ne sais pas comment vous faites. Et Bernard, donc il y a eu l'adaptation de Glacé, il y a eu vous avez aussi fait des scénarios pour un téléfilm qui s'appelait Le Diable au cœur. Ouais. Absolument, avec Zabou, c'est ça. Vous dormez combien d'heures par nuit? Franck dort moins que moi, je crois. Il est un peu insomniaque. Moi, je dors très bien, hein, je dois dire. Ça va, Non, je suis un écrivain diurne, j'écris dans la journée. Donc, en fait, j'étais fonctionnaire avant, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai gardé des horaires assez bornés. Mais l'écriture d'un roman et effectivement l'écriture d'un scénario, Franck pourrait le dire encore mieux que moi, c'est quelque chose de très, très différent. Il y a plein de différences qui font que, pour moi, c'est plus compliqué d'écrire un scénario, à la limite, que d'écrire un roman, même si il y a plein de choses qui changent. Par exemple, les personnages. Dans un roman, un personnage, il pense. Le lecteur peut rentrer, connaître ses états d'âme, peut rentrer, lire ses pensées. C'est pas du tout le cas dans une série où on le juge uniquement par son comportement. Alors ça, par contre, ça facilite un peu la vie du scénariste, parce que quand un personnage pense, si c'est le meurtrier, il peut pas être en train de penser au crime, sinon c'est mort. On sait déjà qui est le coupable. Donc il faut se débrouiller pour qu'il pense, mais qu'il pense pas trop. En fait, c'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. On le fait penser, mais au moment où il n'est pas en train de penser au crime. Par exemple, quand il prépare son café, quand il fait autre chose, parce que si. Et donc on le voit. C'est finalement. Alors que à la télé, on a cette possibilité de montrer le coupable à un moment T où il était en train de faire telle action, à un moment T plus 1 où il était en train de faire telle autre. Entre le T et le T plus 1, il a commis le crime. Mais comme on ne l'a pas vu, on ne le saura pas avant la fin. Dans un roman, c'est beaucoup plus complexe, ce genre de choses. Il faut jouer avec les pensées du personnage, surtout si c'est le point de vue à la troisième personne. Il faut faire en sorte d'omettre certaines choses. Un confrère à nous qui s'appelle Michel Bussy en a très bien parlé dans son petit bouquin qui s'appelle La fabrique du suspense. Il y a plein de choses qui sont différentes entre un thriller, roman et quelque chose qui passe à la télé. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, Franck est à la fois le scénariste d'Alex Hugo avec Nico Takian, mais aussi celui qui a inspiré la série Le Syndrome E. Or, on n'est pas du tout, tu l'as un peu évoqué, on n'est pas du tout dans la même logique. Alors justement, c'est deux choses complètement différentes. Déjà parce que nos romans en général sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut montrer à la télé. Et finalement, les histoires d'Alex Hugo qui sont remarquables, qui sont passionnantes, sont quand même d'une certaine façon, moi je trouve un peu plus simple, mais c'est pas péjoratif, hein, je veux dire plus lisible, moins compliqué que les romans de Franck qui sont horriblement compliqués. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a autant de lecteurs, parce que moi, je trouve que c'est vachement compliqué. Je plaisante. Mais alors justement, cette double casquette, écrire un scénario et adapter. Alors, si on parle de Glacé qui a été adapté, vous avez participé. Comment ça s'est passé? C'est votre maison d'édition qui a vendu les droits? C'est la chaîne CM6 qui est venue faire Toc Toc? C'est ça, oui. Non, moi, j'ai pas du tout participé. J'étais déjà un tout jeune auteur, si j'ose dire. C'était mon premier roman, donc j'étais déjà en train de me demander si le second allait être aussi bon que le premier. Et donc, j'avais pas envie de me mêler de cette aventure. Donc, ça a été, en effet, c'est M6, c'est Gaumont d'abord qui a acheté les droits. Et c'est M6 qui a décidé de... Donc, il y a eu... ça a été compliqué comme aventure. Ça aussi, c'est Glacé, la difficulté de l'adaptation à la télé. Parce qu'il y a eu deux équipes, en fait. Il y a eu une première équipe, c'était Pascal Chaumeil, remarquable metteur en scène de L'Arnaqueur, de plein de choses, qui voulait le tourner et qui s'était investi puisqu'il était lui-même dans l'écriture du scénario avec une équipe de scénaristes. Et puis malheureusement Pascal Chaumeil est décédé au beau milieu du gué. Ouais. Donc M6 ou Gaumont a passé le bébé à Laurent Herbier, un autre excellent metteur en scène, mais qui lui-même est arrivé avec une deuxième équipe de scénaristes qui a voulu mettre sa patte, donc qui a détricoté le truc pour ajouter des choses. Et en fait,
on s'est un peu perdu en route quand même quelque part au niveau du scénario. C'est-à-dire que autant la première version était très très fidèle au roman, autant la deuxième, ils Vous avez été un peu déçu du coup des libertés. Alors, j'ai pas été déçu parce qu'il y a quand même, ils ont tourné à 2000 mètres d'altitude, par exemple en plein hiver dans les Pyrénées. Ils ont fait pendant 3 semaines. Il y a beaucoup de choses qui sont remarquables. Sur la nature, justement, ils ont Charles pas Berling trahi. et Pascal Grégory, c'est quand même un casting formidable. Hein. Moi, j'adore Pascal Grégory, j'adore Berling. Je trouvais que pour faire le tueur en série Julian Hirtman et pour faire Martin Servaz, mon personnage fétiche, on pouvait difficilement trouver mieux. Après, c'est plutôt sur le scénario que j'aurais des petites réserves. Mais vous regrettez pas du coup de ne pas avoir donné comme clause? Non, je trouve que c'est 2 aventures différentes. C'est pas votre. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais plus envie de m'en mêler. On a une adaptation qui est en cours, c'est celle de La Vallée. Ouais. Voilà, c'est toujours Gaumont qui s'y colle. Et c'est tant mieux parce qu'il faut. Et alors, est-ce que vous allez plus mettre votre grain de sel dans l'adaptation? Non, moi, je suis en train de travailler sur une 3e adaptation qui est celle d'une putain d'histoire. Et on peut pas. Comme avec Franck, on ne peut pas être partout à la fois. Puis c'est d'abord les romans et ensuite c'est l'aventure télé. Donc, mais je vais jeter un œil quand même, que j'ai bien envie d'une certaine, voilà, de mettre mon grain de sel. Quand vous écrivez un roman, si je ne me trompe pas, vous êtes tout seul, hein, avec votre crayon, votre ordi, personne pour vous emmerder. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Mais bon. Quand vous travaillez avec la télé, quand vous participez à cette aventure télévisuelle, il y a beaucoup de monde. Comment ça se passe? Vous avez des habitudes de vieux garçon dans cette histoire d'amour, mais comment c'est une ça... très belle image, hein, Franck. On est des vieux garçons, puis tout d'un coup, on nous colle plein de gens autour. Et Anne aussi, quel retour vous avez sur ces écrivains? Est-ce que c'est facile de travailler avec eux? Mais là où il y a quand même une grosse distance, c'est que on dit bon, Glacé c'était M6 ou TF1, etc. Mais entre la chaîne et l'auteur, il y a un monde fou. Et donc je dirige la fiction de France Télévisions, mais si je lis un roman de un des deux, je ne peux pas dire tiens, j'ai envie de faire ce roman. Il faudra qu'un producteur lise un roman, vienne me voir en me disant j'ai lu ça, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai parlé avec tel auteur qui a envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Nous, on n'est pas force de proposition. C'est extrêmement frustrant, mais finalement, à terme, ça se vit. Après, le problème une fois qu'on a dit ok, on va prendre une idée de Bernard ou une idée de Franck, là, pour eux, ça commence le cauchemar de la chaîne qui dit attention, ici vous pouvez pas faire trop de violence parce qu'il y a l'Arcom qui va dire qu'on va être moins de 16 ans, donc on dépeçette pas cet enfant-là. Attention, cette scène d'amour, non, pas trop, pas dans les 5 premières minutes parce que machin. Non, là commencer 10 minutes en nuit, c'est un peu compliqué parce qu'on va pas voir machin. Donc arrive le spectre de ce que malheureusement je représente, qui est d'adapter leur œuvre à un public, à un concept et à une antenne et à une ligne éditoriale. Donc, il y en a qui font du boudin, il y en a qui le font très bien, et d'une manière générale, ça se passe bien. Mais, et là-dessus, c'est le producteur qui joue ce rôle, en disant, sur le service public, on peut aller jusque-là. Il y a un cahier des charges. Voilà, il y a un cahier des charges quand même. Donc on n'est pas, on laisse, sinon ça marcherait pas aussi bien si on laissait pas les auteurs s'exprimer. Et si on leur donnait les recettes qui multiplieraient comme ça, et du coup ça marcherait pas parce qu'il y aurait pas d'univers à l'auteur, il y aurait pas de dialogue de l'auteur, il y aurait pas de personnage de l'auteur. Donc voilà. Mais nous, même France Télévisions, nous avons des contraintes qui pèsent sur les épaules de nos créateurs. Mais bon. Très souvent avec le sourire quand même. Oui, Franck, vous ne faites pas de boudin, si. Non, mais en plus, ce sont des contraintes dont on a conscience. C'est-à-dire qu'on le sait, quand on écrit des romans, c'est la liberté absolue. Hein, on fait ce qu'on veut. Et si on veut démarrer par des scènes très sombres et très noires, et d'ailleurs c'est souvent le cas, parce qu'on démarre avec des scènes très percutantes. Quand on écrit pour la télé, on sait qu'il y a cette espèce de contrat à l'intérieur duquel on doit évoluer, une espèce de sphère qui est pleine de contraintes.
et dont on ne doit pas sortir, sinon ça va nous causer des problèmes plus tard. Mais à partir du moment où on évolue dans cette sphère de contraintes, ça fonctionne. Alors les contraintes, évidemment, oui, c'est des histoires de violence, mais ça on le sait quand on écrit pour la télé, que derrière il y a un public, qu'il peut y avoir des enfants, et c'est d'ailleurs la complexité parfois d'écrire des polars dont on se dit, oui, mais il y a des enfants quand même qui peuvent regarder, donc il faut trouver des astuces. Alors quand je dis enfants, enfin, c'est des ados, quoi, c'est pas non plus des... Il y a ça, il y a la contrainte financière. Alors ça, dans le livre, c'est évidemment, si on veut couler le Titanic, il n'y a aucun problème. Si on écrit une scène, la première scène où on coule le Titanic, on va avoir la chaîne qui va nous tomber dessus. Il va dire c'est un petit peu cher pour nous. Il y aura un coup de fil. Le Titanic a coulé. Donc ça c'est quelque chose dont on a très conscience. Au début, on n'a pas cette conscience-là. Quand on commence dans ce métier de scénariste, on écrit nos trucs. Et puis, effectivement, si le producteur fait pas son travail en disant mais là, attention, ça coûte très très cher, etc., c'est le niveau dessus, c'est la chaîne qui va faire remonter l'info et il va falloir recommencer. Donc à partir du moment où on sait ça, faut prendre son mal en patience. Ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on écrit des Alex Hugo, on est déjà dans le cadre. Donc, finalement, il y a peu de choses qui vont être... alors, il y a toujours évidemment des avis, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on n'est plus tout seul. Il y a un réalisateur derrière, il y a un producteur qui donne son avis, il y a la chaîne. Donc, on jongle un peu avec tout ça. Les comédiens, évidemment. Samuel Le Bihan, quand il lit... un Alex Hugo, il faut qu'il sente bien le texte des auteurs, il faut que lui se représente ce qu'il va faire. S'il y a des trucs qui lui plaisent pas, il va dire ouais, mais là je me vois pas faire ça, par exemple. Et c'est pas frustrant parce que vous écrivez un chapitre, ça vous plaît pas, vous le recommencez. Là, vous allez voir un Alex Hugo, vous dites ça me plaît pas, c'est mal joué. Le scénario, non, vous passez à autre chose. Vous avez d'autres. C'est mal joué quand même. Non, on va pas dire ça. Ouais. Non, mais il a raison. Il est totalement hypocrite, Franck. C'est pas vrai. En fait, il est tout le temps en train de pester. Et moi aussi, on est tout le temps en train de pester après les chaînes. Alors non, c'est pas possible. Dis pas le contraire. Oui, non, mais c'est vrai que dans le livre, on écrit notre roman. Et puis voilà, je dis pas qu'il est publié directement, on fait un travail... mais c'est long en plus, la télé. Non seulement c'est plein de gens, mais c'est très long. Il y a des versions V1, V2, V3, il faut beaucoup recommencer. On retombe un peu dans le milieu social. Nous, on est un peu désociabilisés quand on écrit nos livres, on est tout seul. Et c'est vrai que là, on retombe dans un univers où il y a des réunions, où il y a des gens autour de nous, où on n'est plus tout seul. Et donc, forcément, il faut écouter les avis des uns et des autres. C'est pour ça qu'en général, les producteurs... donc on va dire les intermédiaires entre les auteurs et les chaînes, n'aiment pas trop non plus parfois que les auteurs adaptent eux-mêmes leurs livres, parce que un auteur, il est tellement attaché à son histoire que parfois il va dire mais ce chapitre-là, il faut qu'on le retrouve, alors que le chapitre n'a aucun sens à l'image en fait. Et donc les auteurs ont cette difficulté parfois à sortir de ça. Après moi je sais que les chaînes et les producteurs aiment bien, parce qu'on arrive à sortir de ça en se disant bah voilà, il y a le roman, il y a une adaptation, on connaît un peu les attentes de chacun, donc on peut faire l'impasse sur tel chapitre. Même si j'ai adoré écrire ce chapitre-là, c'est pas grave, ça saute, parce que il faut savoir lâcher le bébé. Oui, comme disait Bernard sur Glacé, il faut savoir... Mais d'ailleurs, c'est intéressant, j'en reviens à l'exemple de Franck entre Syndrome et Alex Hugo, parce qu'Alex Hugo, il travaille d'emblée dans un cadre qui est celui de la chaîne de télévision de la production. Donc, avant même, dès le départ, dans l'écriture, il sait déjà quelles sont les contraintes, il sait déjà quelles sont les limites, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, quand on écrit les romans, où en effet, on est à la fois le directeur du casting, le décorateur, le réalisateur, la script, et puis surtout le producteur, et on a un budget illimité, donc on fait tout ce qu'on veut. Après, il y a aussi l'histoire que les producteurs arrivent, et puis on leur dit, mais là, il y a un hélicoptère, vous êtes sûr qu'il y aura un hélicoptère dans la série? Ils vous disent, ouais, il y en aura deux même, il y aura 2 hélicoptères. Et puis quand le truc est signé, finalement, il va prendre le train, ça sera mieux. T'as le son de l'hélicoptère. C'est les surprises a posteriori, entre au départ à quoi on s'attend. Et donc il y a toujours un peu de frustration, bien entendu, mais le travail... c'est les règles du jeu. Mais des fois, on est surpris. Moi, j'ai été agréablement surpris avec Le Diable au cœur, qui n'est pas du tout inspiré de mes romans, qui est plutôt un drame, un drame un poil érotique. Enfin, c'est où Zabou Bredman interprète ce qu'on appelle une directrice de SPIP, un service de probation et d'insertion pénitentiaire, et qui a en charge un jeune homme qui va avoir un bracelet électronique et qui tombe amoureuse de lui. Et quand on nous a annoncé que ça allait être France 2, on s'est dit waouh, mais c'est quand même vachement trash ce qu'on a écrit avec Laura Munoz, parce qu'il y avait quand même des scènes de sexe, il y avait des trucs.
Et, ouais, voilà, là, Dans les toilettes, je me suis je pensais à la scène dans les toilettes. Je disais, vous êtes sûr, France 2, ils vont faire ça en 1 heure de grande écoute. Eh ben, ils l'ont fait. Et c'était voilà. Après, c'est la télé aussi est en train de changer en même temps. Voilà, ça bouge, les lignes bougent. Tu parles d'un sujet de société. Ouais. On était en pleine époque Cougar. Bon, parce qu'on n'y est plus. Alors, ça venait d'arriver. D'accord. Ok. Et donc, c'était une façon habile d'effleurer un sujet de société, tout en... Et il y avait une trame polar aussi, on est d'accord. Il y avait Bien sûr. Voilà. Il y avait tous les ingrédients de la recette. Ouais. Et après, ce qui est vrai dans ce qu'ils disent, c'est qu'en déformation professionnelle, moi, si dans les 25 premières pages d'un scénario, j'ai un décor hôpital, je vais rechercher le décor hôpital dans les 75 autres pages. Je veux dire, ils ne vont pas aller pour une demi-journée à l'hôpital. Donc, ils vont forcément retourner à l'hôpital. Donc, j'attends qu'ils retournent à l'hopital, puisqu'il y avait un décor hôpital. Messieurs, pour mais ils le savent. Ils le savent. Ouais. Sinon, ils ne se parleront pas à l'hôpital, ils se parleront à la cafette, parce qu'on a déjà le décor cafette. Mais d'ailleurs, vous en tenez compte. Et je vois que le temps passe. Moi, j'aimerais bien connaître vos projets. Alors, Franck, la dernière fois qu'on s'était vu, je sais que vous aviez comme projet, parce que Franck, il écrit aussi des BD, et une BD absolument géniale pour ados qui s'appelle La Brigade des Cauchemars. On en est où Et est-ce que c'est des adaptations pour une chaîne de grande écoute? Il y a des plateformes aussi alors qui sont. En fait, la Brigade des Cauchemars, c'est des ados qui rentrent dans les cauchemars par une porte dans un hôpital et ils arrivent dans les cauchemars. C'est un peu. Il y avait l'hôpital, hein, c'est pour ça que j'ai pensé. Oui. Donc c'est policier et fantastique aussi. Donc c'est un genre déjà un peu particulier qui peut effrayer les chaînes. Alors en fait, nous on a vraiment bossé sur l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a 8 épisodes qui sont quasiment écrits. Alors après, c'est le producteur. Ça, c'est le travail du producteur d'aller voir les chaînes, les plateformes. Et il y en a beaucoup. Hein. On parle des chaînes hertziennes, mais après, il y a toutes les plateformes Disney, Amazon, Netflix, Apple. Enfin, il y a tout un tas de... mais on ne va pas les voir comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est un long processus. C'est au niveau mondial, ces plateformes-là. Donc, il y a beaucoup de monde qui soumettent des projets. Donc, ça prend un temps énorme. Et après, voilà, c'est une série qui coûte cher. Les épisodes sont très chers parce qu'il y a des effets spéciaux dans les cauchemars, etc. Donc, c'est compliqué. Voilà. Et donc, il faut trouver... Et en général, une chaîne seule ne dit jamais « Ah ben nous, on le fait ». La chaîne va dire au producteur « Il faut venir aussi avec des cofinanceurs des autres chaînes qui vont peut-être diffuser en Italie, en Espagne ». Donc, il faut aller voir tous ces gens-là. Et donc, le travail du producteur, c'est un métier de fond. Quoi. Il ne suffit pas d'écrire des scénarios et d'aller voir la chaîne en disant « Ah ben c'est le meilleur scénario ». Parce qu'en fait, tous les producteurs disent ça à la chaîne. Et donc, la chaîne doit faire des choix. Hein. C'est pas, les grilles de diffusion de séries ne sont pas extensibles. Je ne sais pas combien il y a de nouveautés par an, mais il y en a tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de place que ça. Donc, ils sont obligés de faire des choix. Et donc, forcément, des producteurs qui se retrouvent un peu à donc, on attend. Oui, et vous avez d'autres projets ou pas pour le moment? Moi, j'ai pas mal de mes romans qui sont pris par des producteurs et qui sont, comme on dit, en cours d'adaptation. Mais c'est-à-dire qu'un producteur dit, quand les producteurs lisent les livres, ils disent « Ah, mais ce livre-là nous intéresse ». Donc, ils vont voir l'éditeur, ils bloquent les droits. En général, ça les bloque. C'est très souvent acheté en même temps. Dès que le livre sort, vos droits... Oui, parce qu'on écrit des histoires très visuelles, qui fonctionnent en série. Vous vendez surtout énormément de livres tous les deux. Donc, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est des... En fait, les adaptations intéressent beaucoup parce qu'il évidemment, il faut adapter, mais l'histoire existe déjà. Donc, on part pas de rien. Donc, ça intéresse les producteurs. Et voilà, donc j'ai beaucoup de mes livres qui sont en cours d'adaptation. Après, pour que ça aille tout au bout du processus, en général... Mais c'est pas la même chanson, parce qu'en fait, souvent, les droits sont achetés par un producteur, mais c'est pour une durée déterminée. C'est 1 an, c'est 2 ans. Donc, ils prennent ce qu'on appelle une option. Et donc, comme l'a dit Franck, ils vont démarcher les chaînes. Déjà, ils font un projet, ils rédigent un projet, un traitement. Ils vont démarcher les chaînes avec ça. En jouant à la fois sur la qualité du projet et sur le nom de l'auteur qui est derrière, parce qu'évidemment ça a son importance, et puis des fois ça marche, des fois ça ne matche pas, et quelquefois ils reviennent aussi au bout d'1 an ou 2 ans, ils ont renouvelé l'option, puis finalement ça a débouché sur rien, et donc l'option revient à la maison d'édition, et qui peut à ce moment-là proposer le livre
à d'autres producteurs. Effectivement, on a tous pas mal de producteurs qui ont pris des options sur des bouquins, mais ça va pas. Ça vous dépasse quoi? C'est plus votre job après. Ça va pas du tout dire aussi que ça va déboucher sur quelque chose. Il y a plein de fois où les producteurs ont pris des options et il s'est rien passé derrière. Donc voilà, c'est tout un processus. Là, après, oui, nous, ça nous échappe un peu. Enfin, sauf si on est scénariste, évidemment. Bon. Où là, pour le coup, on est un peu plus partie prenante. Mais de toute façon, même quand on est scénariste, ça finit toujours par nous échapper, n'est-ce pas? Ouais. Je vois que l'heure tourne, on me fait des grands signes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oula, allez-y, présentez-vous peut-être. Alors moi, je m'appelle Kali, je suis en première année de journalisme à l'ISCP. J'avais une question, on parlait de frustration par rapport au projet. Je pensais à Stephen King, qui a eu des déceptions par rapport à des projets qui ont été adaptés au cinéma, à la télé, etc. Et en fait, je voulais savoir si vous appréhendiez en fait cette frustration ou cette déception d'avoir fait un vrai livre et quand vous regardez la série ou le film, vous êtes déçu, quoi. Alors moi, je sais pas comment Franck fonctionne, mais moi, j'évite de regarder les adaptations. En fait, je les regarde pas comme ça. Je suis pas déçu. Mais après, on est à l'ère des réseaux sociaux. Et évidemment, tout de suite, il y a des réactions, on voit bien ce qui passe sur les fils des réseaux sociaux, on voit bien quelles sont les réactions des spectateurs. Après, c'est très compliqué d'être, quand on est l'auteur, de ne pas être déçu, parce que c'est un peu nos enfants, c'est un peu nos créations. Et puis, c'est tellement... Au fond, un livre, qu'est-ce que c'est un livre? La lecture, c'est peut-être l'activité culturelle la plus participative qui soit, c'est-à-dire que un auteur, quand il écrit un livre, il ne peut pas tout mettre dans son livre. Il ne peut pas décrire le personnage de pied en cap, il ne peut pas décrire un décor dans tous ses détails. Il y a plein de choses dont il laisse la responsabilité au lecteur. Donc le lecteur va s'approprier le livre, il va le faire sien. Et au fond, il y a autant de versions de Glacé qu'il y a de lecteurs. Et quand un réalisateur, des acteurs s'approprient le livre et en quelque sorte en font une chose qui est plus rigide, qui est fermée, qui est définitive. Parce que quand vous regardez une série ou un film, vous recevez des images, vous recevez des sons, mais au fond, vous n'interagissez pas. Alors que quand vous lisez, vous participez à la création de ce livre. Vous ne dormez pas. Donc finalement, il y a toujours un moment donné où s'affronte la vision du réalisateur, l'interprétation des acteurs, avec votre propre vision, votre propre lecture. Il y a toujours une part de déception, c'est inévitable. C'est quand même très très rare les adaptations où vraiment les lecteurs se disent « Ah bah ouais, ça c'est complètement le livre ». Je pourrais citer par exemple Le Silence des agneaux, qui est une adaptation, un chef-d'œuvre, on va plus l'arrêter, Bernard, adapté d'un bouquin qui est un chef-d'œuvre aussi. Il y a plein de choses comme ça, mais la déception, il y a toujours une petite déception, c'est inévitable. Bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça marche. Je m'appelle Martine Houdeville, j'habite en Bretagne, à Pérouse-Guirec. Très bel endroit. Merci. C'est marrant parce que dans mon prochain bouquin, il y a un truc qui se passe sur le château de Costa Aires. C'est chez Ploumana. Ça te fera une vente. On n'est pas loin. On est plus beau village du monde, Stéphane Bern. C'est pas faux. D'ailleurs, à Pérouse, nous avons créé il y a 3 ans le Festival du Polar. Alors, vous êtes les bienvenus. La région est magnifique. On en parlera après. Oui. Ma question aujourd'hui concerne éventuellement le choix des acteurs. Vous créez des personnages, vous nous faites vivre ces personnages quand on les lit. Et puis parfois, c'est pas tout à fait ça quand on les regarde à la télé. Alors, est-ce que vous avez un veto possible sur le choix de telle ou telle personne? Merci. Non, parce qu'en fait, tout ce qui est casting, ça appartient vraiment à la production. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement compliqué, l'univers des... Alors nous, c'est l'univers de l'écriture, des scénaristes. Et après, il y a l'univers des comédiens, des acteurs, voilà, qui a un monde aussi parallèle, on va dire. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut une disponibilité. Il faut que le comédien ait envie de jouer ce rôle-là. Il faut pas que ce soit... Enfin, il y a tout un tas de contraintes qui font que ça nous échappe. Et après, il y a évidemment la chaîne qui intervient dans ce choix-là. Il faut que ces comédiens-là parlent au public, parce que les chaînes ont quand même des publics fidèles. France 3, il y a un public de France 3, il y a un public de France 2, il y a un public de TF1, qui sont des gens qui sont différents, voilà, qui ont des attentes différentes. Et des gens qui sont très populaires sur France 3 le sont peut-être moins sur TF1 et vice-versa. Et donc, il y a ça aussi qui intervient. Donc, en fait, ça fait beaucoup de critères qui nous échappent, parce que nous, ce qu'on fait, on écrit des histoires. Et donc, c'est vrai que
moi, pour Charcot, qui est un personnage très très important pour moi, parce que c'est le personnage que j'ai écrit 10 livres avec lui, Charcot Bell, Lucie Bell. Il y a eu tout ce casting qui a été fait, puis j'ai appris voilà, que ça allait être Vincent Elbaz, qui est très très bien et qui correspondait très bien, qui m'a beaucoup plu, mais je l'ai appris. Alors évidemment, vous n'aviez pas une idée, Franck, quand vous avez été adapté, vous n'êtes pas dit non, pas du tout. Tiens, je verrais bien Vincent Elbaz. Non, parce que j'avais pas l'image de Vincent Elbaz, j'avais gardé une image plutôt ancienne de Vincent Elbaz, plutôt tendre et comique du personnage, et qui s'est là glissé dans le rôle du flic, ça fonctionnait très bien. Mais c'est vrai que ça, tout ce qui est casting, c'est tellement, c'est des enjeux tellement compliqués, tout ça échappe un peu aux auteurs. Alors on nous dit toujours, hein, à un moment donné, on nous présente, ah bah tiens, ça sera tel, est-ce que ça te plaît? Bon voilà, qu'on dise oui ou non, de toute façon, ça, je pense que ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, donc ça c'est vrai, oui, c'est un monde un peu qui voilà, c'est pas nous qui décidons du casting. Bah, vous créez le personnage. On va devoir. Ouais, juste une réponse rapide. Moi, je voyais Matthew McConaughey, mais il paraît que c'était pas possible. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait plein de monde derrière. On va rendre l'antenne. Juste une dernière chose. On lit quand vos prochains... Le prochain polar, il arrive quand? Il est écrit ou pas? Oui, bah moi ça arrivera en mai 2023. Et Bernard, je pense que c'est un peu avant. Bernard, il est écrit? Ouais, et il est en correction, et début avril. Merci à tous. Voilà, merci.